Certains cancers se développent au niveau de la gorge ou de la bouche. D'autres, et ils sont plus rares, au niveau du nez ou du sinus. On parle de cancer de la tête et du cou, ou cancer ORL. Abordons ce cancer relativement fréquent en France et les méthodes de prise en charge possibles avec le docteur Anatole Seyssot. Il est oncologue médical dans le groupe hospitalier privé Ambroise Paré, Hartmann, à Neuilly. Bonjour, docteur Seyssot. Bonjour Céline. Qu'appelle-t-on les cancers de la tête et du cou ? Ce sont ce que nous on appelle dans le domaine professionnel les cancers ORL qui vont toucher la sphère du visage, de la gorge, du nez ou de l'arrière-nez, ce qu'on appelle les sinus, et de la bouche, tout simplement. Quels sont les facteurs de risque de ce type de cancer ? Alors, on distingue deux grands types de facteurs de ces cancers. Premièrement, le tabac et l'alcool, qui sont ceux qui sont les plus anciens, qui représentent 2/3 des causes du cancer, des cancers de la sphère ORL, qui sont très péjoratifs, en particulier quand ils sont associés l'un et l'autre, l'alcool et le tabac, mais à eux seuls, lorsqu'ils sont utilisés seuls, soit alcool, soit tabac, sont aussi pourvoyeurs largement de ces cancers. L'autre facteur de risque est d'origine virale, ce qu'on appelle le virus HPV, pour Human Papilloma Virus. Certains de ces virus sont dits oncogènes, c'est-à-dire pourvoyeurs de cancer ORL après une longue exposition chez certaines personnes, pas tous, mais chez certaines personnes. Et ce sont des cancers qui sont en augmentation et qui tendent à toucher les deux sexes et qui représentent à peu près 1/3 des 15 000 cancers ORL nouveaux que l'on constate chaque année. Quand les cancers ORL sont-ils diagnostiqués ? Alors, les cancers ORL sont diagnostiqués devant des symptômes donc du nez ou de l'arrière-nez, de la bouche ou de la gorge qui persistent. Le message qu'on donne aux patients est le suivant, c'est de consulter lorsqu'il y a un symptôme qui persiste plus de 3 semaines pour l'un de ces 3 organes. Donc ça peut être une sensation de nez bouché qui persiste, un écoulement de sang du nez qui persiste au bout de 3 semaines, une lésion, c'est-à-dire une image ou quelque chose qu'on sent dans la bouche qui persiste au bout de 3 semaines, ou une difficulté à respirer ou à parler ou à manger qui persiste au bout de 3 semaines, ou enfin le corollaire indirect de ce qu'on appelle la tumeur primitive, c'est-à-dire une boule qui peut exister au niveau du cou et qui peut correspondre à un ganglion qui est malade. Et s'il persiste au bout de 3 semaines, on considère que ces symptômes peuvent être liés à un cancer. L'objectif de ce délai de 3 semaines, c'est de séparer la possibilité d'une infection comme une rhinopharyngite, un rhume ou une grippe qui peuvent donner ces symptômes-là, mais qui généralement au bout de 3 semaines disparaissent. Et donc, si ça persiste, nous invitons les personnes à consulter chez le médecin généraliste ou chez l'ORL en disant « ce n'est pas normal, j'ai ce symptôme-là qui ne disparaît pas spontanément ». Il faut pratiquer un examen clinique, regarder la bouche, parfois c'est simple et on voit tout de suite ce qui se passe, ou alors chez l'ORL, chez le médecin chirurgien ORL, avoir un examen un petit peu plus approfondi avec une caméra qui peut éventuellement aller dans le nez pour regarder ce qu'on appelle le larynx, qui est ce qui nous permet de respirer et de parler surtout et de faire le diagnostic. Comment les cancers de la tête et du cou sont-ils pris en charge ? Alors, les cancers de la tête et du cou sont pris en charge essentiellement par des médecins et des chirurgiens donc de 3 spécialités. Donc, les ORL qui ont à la fois une compétence médicale et chirurgicale, les cancérologues dont je fais partie, donc les oncologues médicaux qui vont être ceux qui vont donner les médicaments contre le cancer, et les oncologues radiothérapeutes qui vont pratiquer ce qu'on appelle la radiothérapie. Il ne faut pas oublier les collègues qui nous aident au diagnostic, qu'on voit moins, mais donc il y a les médecins spécialistes en imagerie médicale, les médecins qui vont analyser ce qu'on appelle les biopsies. Une biopsie, c'est un échantillon qu'on prend pour avoir la carte d'identité de la tumeur. Et puis, éventuellement, d'autres spécialistes qui peuvent nous aider à décider, à orienter et choisir ce qu'il faut faire comme traitement. Et donc ensuite, le plan de soins du patient, comment il est effectué ? Alors, le plan de soins du patient, il est effectué après avoir fait donc, un premier tour diagnostic de la maladie, avec donc, la carte d'identité de la maladie, sa localisation, éventuellement son extension, savoir par exemple si la tumeur a essaimé dans des ganglions, par exemple du cou, parce que les traitements ne sont pas forcément pareils.
Et puis, quand on a colligé tout ça avec généralement de l'imagerie médicale, donc ça peut être un scanner, une IRM, un TEP scanner, éventuellement l'ensemble, eh bien, on se réunit, tous ces spécialistes autour d'une table. Donc, par exemple, nous, on a une réunion toutes les 2 semaines où on se réunit, il y a un médecin qui présente le dossier et collégialement, on décide de choisir tel traitement dans tel ordre avec telle stratégie. Quels sont les soins de support spécifiques au cancer ORL? Je dirais spontanément que le premier, c'est de parler aux gens pour leur expliquer quelle est leur maladie, quel est le pronostic, quel est le diagnostic et comment on va faire le traitement. Ce sont des traitements qui vont affecter une partie du corps qui comporte des zones qui sont importantes, qui sont sensibles pour parler, manger, respirer, et puis aussi une partie d'apparence. Et ça, c'est des choses qui vont quand même être susceptibles d'être modifiées de manière transitoire, ou parfois définitive malheureusement pendant les traitements. Il faut expliquer aux gens. Souvent, les traitements sont, quand la maladie est uniquement localisée à la tête et au cou, sont des traitements qui vont durer un certain temps et s'arrêter, qui vont donner des effets indésirables, qui vont ensuite, pour la plupart, régresser, mais il faut expliquer aux patients. On est obligé de dire ce que ça va comporter comme effet indésirable pendant le traitement, en quoi ça va limiter éventuellement leur vie personnelle ou leur vie professionnelle, pour que les gens puissent se préparer. Donc, je pense que la première partie, c'est de parler aux gens et de leur expliquer. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont adhérer au traitement et pouvoir le faire et être ce qu'on appelle, nous, dans ce terme, compliant. Ensuite, plus particulièrement, les traitements que l'on va faire vont avoir essentiellement, en tout cas de manière principale, un retentissement nutritionnel. C'est-à-dire que souvent, pendant une partie transitoire, il va être difficile de manger ou parfois douloureux, comme quand on a une grosse angine, ça fait mal quand on déglutit. Ça, c'est un phénomène qu'on rencontre souvent. Et donc, il y a des conseils à donner pour ça. Le premier, ça peut être de fractionner son alimentation. Par exemple, au lieu de faire 3 vrais repas, de faire plutôt 6 petites collations. Il n'y a pas de conseils spécifiques sur la nature de l'alimentation à avoir. Le plus important, c'est d'essayer de se maintenir dans sa zone de poids, à peu près à 5 kilos près. Ça, c'est le plus important. Et puis, parfois, c'est dans certains moments particuliers, un peu critiques des traitements, c'est très difficile de manger. Les gens ne peuvent pas assumer une quantité de nourriture qui est suffisante pour cicatriser, vivre, être en forme. Et à ce moment-là, il faut savoir mettre en place une assistante nutritionnelle artificielle. Et là, effectivement, ça peut parfois être difficile pour les patients d'accepter parce que c'est vrai, pas très agréable, il faut le dire. Mais c'est essentiel parce que ça permet de ne pas être trop fatigué et d'améliorer la cicatrisation. Alors concrètement, comment ça se passe, la nutrition artificielle? Il y a 2 grands types de nutrition artificielle. Le premier, c'est celui qui se rapproche le plus de ce qu'on appelle la physiologie, c'est-à-dire la normalité de l'alimentation. C'est d'arriver à mettre de la nourriture dans l'estomac, mais sans que le patient avale. Donc, il y a un moyen pour faire ça, c'est de mettre ce qu'on appelle une petite sonde, un petit tuyau qui part du nez et qui va dans l'estomac. L'avantage de ça, c'est que ça se pose en un quart d'heure. On peut commencer le soir même. On peut mettre de l'eau, on peut mettre des médicaments, on peut mettre de l'alimentation. L'inconvénient, c'est que la pose de la sonde n'est pas très agréable, il faut le dire. Et puis, on peut avoir, une fois qu'elle est posée, une petite irritation dans la gorge. Et puis, le dernier inconvénient, évidemment, c'est que ça se voit. Donc, c'est vrai que socialement et esthétiquement, c'est pas très agréable. Mais c'est temporaire et c'est très facile à retirer. L'autre façon de faire ça, c'est ce qu'on appelle la pose d'une gastrostomie. Alors, gastro, ça veut dire l'estomac. Stomie, ça veut dire abouchement. Donc, on va faire comme une fibroscopie quand on va regarder l'estomac. Il y a un médecin qui fait ça, c'est sous une anesthésie locale, c'est une petite intervention. Et on va aller aboucher un petit tuyau de l'estomac à la peau, qui donc se verra pas au niveau du visage, et qui va permettre d'administrer des aliments donc semi-liquides avec tout ce qu'il faut comme protéines, nutriments et énergie, de l'eau et des médicaments éventuellement. Il y a une consigne qu'on donne, c'est qu'il faut bien rincer le tuyau. Si le tuyau se bouche, ça peut être difficile. Mais ça, c'est essentiel et c'est souvent quelque chose qui relève parfois un petit peu de la négociation parce que c'est difficile pour les patients à accepter, mais il faut les préparer, c'est transitoire et ça réduit la fatigue, tout simplement parce que notre corps a besoin d'énergie.
Et quelle est la durée moyenne de ces dispositifs? Alors, la durée moyenne de ces dispositifs, ça dépend un petit peu du traitement entrepris, mais si on prend un traitement que nous, on fait beaucoup en tant qu'oncologues médicaux, associé avec la radiothérapie, donc ce qu'on appelle une radiochimiothérapie, c'est-à-dire qu'on fait les deux en même temps pour que ce soit synergique et qu'on puisse avoir une efficacité sur le traitement et avoir l'espoir d'obtenir la guérison. Généralement, ça survient au bout de 3 semaines de traitement, où on commence à avoir les difficultés à manger, jusqu'à 1 à 2 mois après. Et dans l'alimentation, ce qu'il peut y avoir aussi comme difficulté, c'est les modifications du goût et de l'appétit. C'est-à-dire que les gens nous disent, avec vos traitements, je n'ai plus d'appétit pour manger de la viande rouge ou pour manger tel ou tel aliment. Et ça, c'est vrai que ça peut être assez perturbant pour eux. Quelle prévention pour les cancers ORL est possible? Alors, il y a un message fort, c'est que l'immense majorité des cancers ORL sont évitables. C'est-à-dire que pour les cancers qui sont liés à la consommation d'alcool ou de tabac, la réduction de la consommation ou la suppression, si possible, va réduire considérablement le risque. Et c'est ce qu'on voit avec l'épidémiologie aujourd'hui, c'est-à-dire l'étude du nombre de cas par an. On voit avec les habitudes des hommes qui est quand même à la réduction progressive de la consommation en alcool et en tabac, mais on le voit 20 ans, 30 ans plus tard, que la fréquence des cancers ORL induits par le tabac et l'alcool réduit chez eux et augmente un petit peu chez la femme à cause du fait que les femmes ont tendance un petit peu plus à boire et fumer. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que pour la partie des cancers ORL qui sont induits par les fameux virus HPV ou papillomavirus, eh bien, la vaccination est un outil très puissant pour limiter le risque des cancers qui sont liés à ces virus. Aujourd'hui, on propose de vacciner les jeunes hommes et les jeunes femmes à partir de 11 ans, en 5e, avec l'accord des parents. Et ça, c'est un outil très puissant qui fait que nous, cancérologues, j'espère, on ne verra plus ces cancers dans 20 ans, 30 ans. Est-ce que vous pourriez nous parler des avancées de la recherche dans le cadre des cancers ORL? Oui, alors la recherche consiste, je dirais de manière générale, à essayer d'avoir des traitements qui soient moins invasifs pour les patients. On cherche à obtenir la même efficacité avec nos traitements, mais avec moins d'effets indésirables. Donc, par exemple, on essaye de trouver des médicaments qui vont améliorer la radiothérapie, par exemple, à tel point qu'il soit possible qu'on administre des doses moins importantes et donc d'avoir moins d'effets indésirables. Pour ce qui est des chimiothérapies, on essaye de trouver des médicaments qui soient plus efficaces avec moins d'effets indésirables. Et puis en radiothérapie, on cherche à épargner le plus possible les tissus sains en ayant un ciblage qui soit le plus précis possible. Pour l'expertise chirurgicale, on essaye aussi d'avoir une approche la moins invasive possible en combinant. Et donc, par exemple, nous, en tant qu'oncologues médicaux, on peut avoir comme but de faire fondre une tumeur si elle est trop grosse pour qu'ensuite la zone à retirer soit moins importante et moins mutilante pour le patient. Même si aujourd'hui, on fait quand même beaucoup de progrès en chirurgie, mais il faut que ce soit fait par des gens qui connaissent vraiment et qui sont experts. Docteur Cessot, que diriez-vous à un patient ou une patiente qui vient d'être diagnostiqué d'un cancer de la tête et du cou? Je conseillerais d'avoir une attitude qui consiste à avoir une équipe spécialisée qui se parle de manière concertée, qui a l'habitude de ces cancers, parce que dans l'immense majorité des cas, on a des traitements qui sont très efficaces à proposer. Il faut, je pense, si possible, être pris en charge pas trop loin de chez soi, parce qu'il y a quand même un certain nombre de trajets qui sont nécessaires. Ne pas hésiter, si on n'est pas en confiance, à prendre un deuxième avis. C'est toujours sain de prendre un deuxième avis. Il ne faut pas aller n'importe où, mais c'est important de se sentir en confiance avec l'équipe avec laquelle on est. Et puis de mobiliser un petit peu son entourage, parce que généralement, effectivement, ce sont des traitements qui vont solliciter une certaine énergie, de pouvoir se reposer sur son entourage. Pour ce qui est du travail, on nous pose souvent la question de dire « mais est-ce que je dois continuer à travailler ou est-ce que je peux ?» Moi, ce que je conseille, c'est de continuer à travailler si c'est possible, si c'est souple, si on a un employeur ou une équipe qui peut comprendre qu'on puisse dire le matin pour l'après-midi, je ne serai pas là cet après-midi parce que je suis fatigué sans justification. Mais souvent, le travail est un dérivatif puissant qui permet de se mobiliser, de penser à autre chose et puis de continuer finalement une activité qui fait partie de notre vie, quoi. Donc, c'est important. Pour l'alimentation, on nous pose très souvent la question, parce qu'il y a beaucoup de choses qui traînent sur Internet, sur la nature de l'alimentation à avoir. Il n'y a pas beaucoup de conseils sur la nature de l'alimentation à avoir. Et puis, de toute façon, le goût qu'on va avoir va être très modifié. Ce
qui compte, c'est d'essayer de maintenir son poids dans sa zone de poids à peu près 5 kg près. Déjà, si on a ça, c'est très important, et puis de pouvoir boire. Et si on n'arrive pas à manger, de bien l'expliquer à l'équipe qui vous soigne pour qu'on puisse éventuellement modifier ces facteurs. Si jamais vous avez mal quand vous déglutissez, si on donne des médicaments contre la douleur, ça peut aider. Et vous prenez un antalgique, un médicament contre les douleurs 3/4 d'heure avant de manger. Si c'est ça la solution, il faut le faire. Un grand merci pour votre temps. Avec plaisir.